retraités qui ont pris leur retraite de plus en plus jeunes vivent, et c'est heureux, grâce soit rendue au ciel, vivent de plus en plus longtemps. Et plus il y a de retraités, moins il y a de gens qui travaillent, et il y a un problème d'équilibre, et si on ne fait rien, on va dans le mur. Voilà pourquoi il faut faire quelque chose. C'est ahurissant, c'est démentiel. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va pouvoir continuer à financer des retraites qui s'allongent sans travailler plus? Nous vivons plus longtemps, nous devons donc travailler un peu plus longtemps. Alors c'est quoi la vérité sur les retraites? 60 ans. Sûr, c'est la position. 60 ans. Quand on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. Nous l'avons dit. Si on arrive à une vie de 100 ans, on va pas continuer à avoir la retraite à 60 ans. Il va bien falloir que d'une manière ou d'une autre, ça s'ajuste. Être responsable, c'est aussi tirer toutes les conséquences de cette chance formidable qu'est l'allongement de l'espérance de la vie. Alors soyez rassurés déjà, si vous comprenez pas, c'est pas que vous êtes trop bête. Cette réforme est utile. C'est une réforme qui est raisonnable. Cette réforme est juste. C'est une réforme juste. C'est une réforme juste. Un projet de justice et de progrès social parce qu'il assure l'universalité. Il faut décrypter parfois le langage macroniste. C'est une réforme sage, une réforme progressive. Cette réforme est progressive, cette réforme est efficace. Elle est tout simplement indispensable au financement des retraites de nos concitoyens. Nous le faisons parce que la France en a besoin et les générations futures en ont besoin pour recréer la confiance dans le système de retraite et une plus grande justice grâce à un système universel. « 30 ans que la retraite est l'obsession des libéraux de droite et de leurs alliés libéraux de centre-gauche comme François Hollande ou la CFDT. 30 ans que leur but est de détricoter la sécurité sociale, de s'attaquer à l'universalisme de notre modèle social, un système fondé sur un principe pourtant simple, chacun contribue à hauteur de ses moyens, chacun reçoit à hauteur de ses besoins. La solidarité entre tous. En 1983, François Mitterrand était le président. La gauche d'alors instaurait la retraite à taux plein à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation. La pension est calculée sur les 10 meilleures années. Prenons donc ce point de départ. 10 ans après, l'offensive est lancée. Chaque réforme des retraites va consister à reculer l'âge de départ, augmenter la durée de cotisation et réduire les pensions. En 1993, Édouard Balladur s'attaque au calcul des pensions. Au lieu des 10 meilleures années, les 25 meilleures. Pour beaucoup, ce sera une baisse de revenus. En 2003, retour de la droite avec François Fillon qui augmente la durée de cotisation et instaure le principe de décote sur cote, équivalent à un bonus-malus en fonction de l'âge de départ effectif. En 2010, Éric Woerth poursuit l'œuvre avec le passage à 62 ans et surtout, il fixe à 67 ans l'âge de départ à taux plein. En 2014, alors que François Hollande, issu du Parti Socialiste, est au pouvoir, il pousse encore plus loin en instaurant une durée minimale de cotisation à 43 ans. Et en 2020, si on laisse faire, la retraite par points qui faisait fantasmer Juppé, Fillon et la CFDT, ce sera une durée de cotisation individualisée, donc inconnue à l'avance, avec un âge effectif plus proche de 66 voire 67 ans que de 62 ans. Et surtout, une baisse généralisée du montant de la pension du fait qu'elle sera calculée sur toute la carrière. Voilà où nous en sommes, toutes et tous, nous sommes dos au mur. Cela fait 30 ans que les Français résistent pour empêcher les réformes libérales. Manifestation en 1995, en 2003, en 2010, et cette grève historique de 2019-2020. Plus de 60 jours. Une opinion publique qui rejette largement le projet d'Emmanuel Macron. Des professionnels de toutes les catégories sociales qui expriment leur opposition. Ils sont là, ceux qui votent les lois. En ce mois de février 2020, ils vont parler de nos retraites. Le débat parlementaire va commencer. Déjà 2 mois que le sujet occupe notre quotidien. C'est le paradoxe. Ici, la majorité des députés soutiennent Emmanuel Macron, tandis que la majorité des Français est opposée à la réforme des retraites. Paradoxe d'une démocratie en crise. Je retrouve Jean-Luc Mélenchon dans les bureaux du groupe parlementaire de la France Insoumise. Depuis des années, avec constance, il s'oppose aux réformes libérales.
Mais je dis aux gens, vous choisissez. Moi, je sais le faire. Je sais vous faire arrêter à 60 ans. Je sais vous faire avoir une bonne retraite. Si les autres ne savent pas, et que vous avez envie de bosser jusqu'à 70 ans et vous crevez au boulot, votez pour eux. Sinon, votez pour moi, parce que moi, je sais faire. Moi, je suis absolument certain que le gouvernement a l'intention d'agir pour obliger les Français à avoir davantage recours à des retraites par capitalisation. Le reste n'est qu'un prétexte, parce que, vous savez que c'est ma thèse, je prétends que la situation est parfaitement dominable sans avoir besoin de tout fiche par terre. C'est pas un tabou, c'est une conquête sociale. Si à terme, elle ne peut plus être financée, cette retraite, elle peut parfaitement être financée, c'est pas très compliqué à faire. Et sans prolonger la durée de cotisation ? Non. On est dans un nouveau monde, une nouvelle forme de politique. Est-ce que c'est une nouvelle forme de réforme des retraites ? Quel en est l'enjeu central ? La réforme, dans son contenu, est d'une banalité absolue. Elle correspond à une tendance profonde qui, depuis 30 ans, anime toute l'Union européenne. Ça a été un moment où le capital financier est passé au poste de commande et a cherché d'une manière extrêmement méthodique et volontaire à faire entrer le marché partout, là où il n'était pas, et de manière à favoriser l'accumulation et l'extraction de profits. Il faut comprendre la masse financière dont nous parlons. Le système des retraites par répartition, en France, fait passer 300 milliards d'euros par an. 300 milliards d'euros, c'est une somme considérable, qui passe instantanément de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. Donc la façon de créer un marché, eh bien, c'est de faire que ces 300 milliards transitent par un système par capitalisation. Ils ont voulu y arriver par vagues. Il fallait déstabiliser, comme toujours, ils font toujours pareil. Ils endettent le système public, ou ils le décrédibilisent, puis ils font constater que ça ne marche pas, avec des grosses guillemets, et que ça serait bien mieux si c'était privé. Mais évidemment, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est à quel point les gens ressentiraient dans leur masse cette décision comme une agression contre l'idée qu'ils font de leur vie. La pente prise par les régimes, c'est d'abord l'autoritarisme, et dans ce domaine, le macronisme sert de référence dans le monde entier au régime autoritaire, par sa méthode de répression et de tentative de terroriser les gens pour les empêcher de réagir. Mais à mon avis, c'est peine perdue, parce que le peuple français, tous ceux qui vivent et travaillent dans ce pays, ont pris des goûts et des habitudes de liberté qu'il est à peu près impossible d'éradiquer en eux. Mais il y a un débat central qui est le temps de travail. Et là, il y a un enjeu de crispation majeur. Pourquoi veulent-ils qu'on reste aussi longtemps au travail ? Alors, c'est une tendance profonde du capitalisme que de vouloir que le travail productif occupe toute la surface de la vie humaine. Les premières grandes mobilisations de ce qu'on appelle la classe ouvrière, c'est le 1er mai. Et c'est pour avoir la journée de 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Ensuite, ça a été dans la semaine. Et dans la semaine, il faut voir à quel moment les limites arrivent. Les 40 heures, c'est 1936. Et les 39 heures, c'est 1981. Les 35 heures, c'est le gouvernement de Lionel Jospin. De la même manière, c'est le temps de travail dans l'année. Eh bien, là, il en va de même. Les premières semaines de congés payés, c'est le Front populaire, les suivantes, c'est la Libération, et après, c'est 1981 qui donne la 5e semaine de congés payés. Et puis enfin, il y a le temps de travail dans la vie. Et là, la première loi sur les retraites, elle date de 1910, et c'est la retraite à 65 ans et qui rend les cotisations obligatoires. Le grand Jaurès dit à ce moment-là, bon, 65 ans, c'est vraiment pas fameux, mais on prend, et puis on va améliorer ça au cours du temps. Imaginez-vous ce qu'il dirait en voyant la quantité de richesse qu'on est capable de produire aujourd'hui, et que les importants et les puissants se proposent de faire la retraite à 67 ans. Sur la création d'un régime universel de retraite, ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Je le dis calmement, elle est totale. Le gouvernement aimerait reculer l'âge de départ à la retraite, malgré la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc ce sera fait avant la fin du quinquennat. Non, alors d'abord, quand on dit travailler plus longtemps, ça ne veut pas forcément dire reculer l'âge de la retraite. On peut travailler plus longtemps, on peut travailler plus. Il y a une question de savoir si on fait une réforme d'âge, c'est-à-dire si, quand on regarde tous les pays autour de nous, qui travaillent tous plus longtemps, il faut nous qu'on travaille plus longtemps pour financer notre système de solidarité. Je crois que ça n'est pas possible de ne rien dire sur la question de l'équilibre de notre système de retraite, parce que sinon,
on ment aux générations futures en disant on va construire un système de retraite universel, mais au fond, on ne sait pas très bien la façon dont il va trouver son équilibre financier. Les retraites, ce sont 330 milliards d'euros chaque année, rapportés à la richesse produite par le pays. Ce budget représente environ 14% du PIB. Cet argent circule dans l'économie réelle, versé sous forme de pension à des millions de retraités qui vont l'utiliser pour vivre. Quand il y a des excédents, c'est-à-dire que la somme des cotisations est supérieure à la somme des pensions, l'argent est mis en réserve. Ainsi, le fonds de réserve actuel est de 130 milliards d'euros. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, élabore une hypothèse selon laquelle, à partir de 2025, les cotisations seront moins importantes que les pensions. Cette hypothèse prévoit entre 8 et 17 milliards de déficit chaque année. Sauf que dans le même temps, une caisse d'amortissement de la dette sociale créée en 1997 par Lionel Jospin dégagera à partir de 2024 24 milliards de revenus supplémentaires. Ainsi, si l'hypothèse d'un déficit se confirmait en 2025, 3 sources pourraient permettre d'y faire face sans rien modifier au régime actuel. Les réserves complémentaires, le fonds de réserve des retraites, la caisse d'amortissement de la dette sociale. À elle seule, cette caisse couvrirait dès 2024 les 8 à 17 milliards de déficit hypothétiques imaginés par le COR. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie une retraite par points? Aujourd'hui, on calcule votre pension avec les trimestres et les annuités. Et là, en gros, c'est l'idée que tout le monde partirait d'une même ligne de départ, cumule des points dans sa besace, qui au passage donne un petit côté apparemment, en apparence ludique à la chose. Vous cumulez des points. Et à la fin de votre carrière, en tout cas quand vous estimez avoir atteint et l'âge légal et un stock de points suffisant, vous convertissez en quelque sorte votre stock de points via ce qu'on appelle un coefficient de conversion, c'est horriblement technique, qui vous donne ensuite le montant de votre pension. Voilà en gros ce que ça change concrètement. C'est-à-dire que vous ne cumulez plus des trimestres et des annuités, mais des points. En France, à mesure que la part des seniors dans la population du pays a augmenté, et elle a tendanciellement toujours augmenté, on a augmenté proportionnellement, dans un mouvement qui est à peu près strictement parallèle, la part de la richesse nationale, du PIB, que l'on consacre aux retraites. Et aujourd'hui, on arrive au niveau de 14%. Il y a 14% du PIB qui sont consacrés à nos retraites. Emmanuel Macron, lui, met un point de rupture historique à ça. C'est lui la rupture, de ce point de vue, puisqu'il a dit qu'en gros, 14% du PIB serait désormais un plafond. Bon, imaginons que vous recevez des convives chez vous. Vous avez prévu qu'il y ait 10 personnes, puis finalement, il y en arrive toujours plus, les gens ont invité des amis, il y a plus de monde. Et vous aviez prévu un gâteau, et force est de constater qu'il est trop petit pour nourrir tout le monde, à moins de couper des parts ridicules. Logiquement, et ce qu'on a toujours fait, c'est de dire, s'il y a plus d'invités qui arrivent à table, on va cuisiner un second gâteau, ou alors en faire un plus gros. Et là, Macron dit non. Moi, je vais faire en sorte qu'on se débrouille avec la même proportion. Et donc, en quelque sorte, le système par points va consister, quasi automatiquement d'ailleurs, c'est presque algorithmique en fait leur affaire après, à couper des parts sans cesse plus petites en fonction du nombre de convives à table. La logique d'Emmanuel Macron, c'est que son objectif est un objectif austéritaire, comptable. On a parlé de cette fameuse règle d'or sur la part des richesses consacrées aux retraites, 14%. Et pour atteindre son objectif politique à lui, cette règle d'or budgétaire, eh bien, il y a une variable d'ajustement qui est la vie des gens, par l'âge auquel ils partiront à la retraite à taux plein. Ce sera donc ça, le débat sur la réforme des retraites? La brutalité comptable erronée face à la résistance pour la dignité humaine? Nous, on mettra toute notre énergie à 17 députés à faire ce qu'on fait depuis le début en fait à l'Assemblée, c'est-à-dire à la fois expliquer les coups durs que nous porte la Macronie, parce qu'il faut décrypter parfois le langage macroniste, parce que sous les mots d'universalité, d'égalité, de réforme juste, de femmes grandes gagnantes, alors il faut détricoter et puis avoir un traducteur de macroniste pour expliquer ce qui se passe dans la vie réelle des gens. Donc ça c'est le premier de nos rôles, c'est d'expliquer. La transformation que nous proposons du système des retraites, c'est une transformation positive. Les Français sont majoritairement en soutien de cette transformation et surtout soutiennent la nécessité de transformer notre système de retraite actuel qui n'est plus tenable, pas lisible, pour aller vers un système équitable, simple, juste et lisible. Aujourd'hui déjà, comment les femmes, dans leur réalité au travail et dans la réalité du système de retraite actuel, comment est-ce qu'elles sont traitées? Il est évident que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ce qu'elles ont de spécifique dans leur carrière, souvent, c'est qu'elles occupent à 80% des emplois à temps partiel
Donc, qui dit temps partiel dit salaire partiel, chômage partiel, mais donc aussi forcément retraite partielle. Elles arrêtent parfois leur carrière pour s'occuper des enfants à temps plein, donc elles perdent des annuités de façon très forte, et que ce qui existe aujourd'hui dans la loi pour compenser ne permet pas complètement, évidemment, de rétablir une situation d'égalité au moment de la retraite. On va vers un régime qui individualise en fait le système de retraite et qui blesse complètement tous les mécanismes de solidarité. Et donc par définition, quand vous êtes dans une société inégalitaire du point de vue des hommes et des femmes, et donc défavorable aux femmes, un mécanisme de solidarité qui est brisé, et bien forcément c'est négatif pour les femmes. Il n'y a pas besoin c'est très simple à comprendre. Contrairement aux éléments de langage, les femmes sont donc les grandes perdantes de cette réforme, si elle aboutit. Il y a aussi la situation des fonctionnaires qui pose problème. Quelle est aujourd'hui la problématique centrale de ces fonctionnaires dans ce nouveau système et dans cette nouvelle réforme? Là, c'est pareil, c'est extrêmement simple. Le fait que vous calculiez la retraite non plus sur les 6 derniers mois, mais sur l'ensemble de la carrière. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant, c'est démentiel comme écart. Et les enseignants sont vent debout pour prendre un corps qui est particulièrement mobilisé, même si c'est toute la fonction publique qui va être évidemment impactée. Mais les enseignants ont vite fait le calcul. Ils démarrent avec des revenus qui sont très bas. Et donc nécessairement, si vous calculez plus du tout à partir des 6 derniers mois, c'est-à-dire du meilleur moment de la carrière, mais sur l'ensemble de la carrière, c'est une chute vertigineuse qui va s'abattre sur les retraités de la fonction publique. À chaque fois qu'un gouvernement dépose un projet de loi, il doit associer pour les parlementaires le dépôt de son projet de loi d'une étude d'impact qui doit en quelque sorte être une simulation, une projection de ce que va produire sur l'économie l'application de la loi en quelque sorte. L'étude d'impact est truquée. Ces chiffres sont faussés, tout est pipé pour rendre le système par points désirable en quelque sorte. L'exécutif a menti délibérément à la représentation nationale pour pouvoir faire passer un projet de loi avec des faux chiffres. Je veux dire, la portée institutionnelle est absolument incroyable. Vous avez raison d'insister là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai qu'on finirait malheureusement presque par s'habituer à l'indécence. Alors que normalement, le gouvernement doit la sincérité au Parlement. Je veux dire, ils ont absolument envie de faire ce système par points, qu'ils le défendent, mais sans se masquer. Et donc, si les gens sont perdants, qu'ils l'assument jusqu'au bout. Donc oui, c'est une manipulation et c'est grave du point de vue de la démocratie. Ça doit se savoir d'ailleurs. Oui, le gouvernement a truqué volontairement l'étude d'impact pour tromper les parlementaires. On ment aux générations futures. Alors, il y a quand même beaucoup de mobilisation aujourd'hui contre cette réforme de retraite. Il y a un coup de main un peu inattendu du Conseil d'État qui est tombé. L'avis du Conseil d'État est extrêmement sévère. Parce que déjà, il bat en brèche les 2 principaux éléments de langage du gouvernement. Un, l'universalité. Le Conseil d'État dit non, pas du tout. Il n'y a pas d'universalité. Dans votre système, il y a au moins 5 régimes différents. Et en plus, vous avez plein de dispositions dérogatoires qui vont en créer tout un tas. Et nous, on dit, même on va plus loin, on dit que ça va être autant de régimes spéciaux que de générations. Et le deuxième argument que sort souvent Emmanuel Macron, c'est 1 euro cotisé offrira les mêmes droits pour tous. Et en fait, le Conseil d'État dit non, pas du tout non plus. C'est loin d'être évident, au vu de ce qu'est votre projet de loi, que les choses se passeront de la sorte. Puis après, le Conseil d'État redit aussi les conditions déplorables d'élaboration du texte, le fait que financièrement le texte n'est pas solide du tout, que d'ailleurs il y a des trous énormes dans le texte. Il y a 29 endroits où ces trous vont être complétés par des ordonnances, c'est-à-dire en gros, c'est en dehors du champ du Parlement que se décidera la manière dont on va en quelque sorte combler ces trous. 29 ordonnances potentielles. Donc entre l'étude d'impact pipée et l'avis qui dézingue le projet de loi du Conseil d'État, je pense véritablement maintenant la bataille de l'opinion est perdue pour eux, voilà. Pour les insoumis, le problème du financement du régime actuel est donc un prétexte pour justifier une réforme qui n'a aucun fondement financier et encore moins social. Mais les insoumis considèrent tout de même qu'il faut réformer le régime de retraite pour améliorer les conditions de départ en retraite et éradiquer la pauvreté des retraités. Âge de départ à 60 ans, 40 annuités de cotisation, 10 meilleures années, augmentation du minimum vieillesse et retraite complète minimale au niveau du SMIC. Alors, comment les insoumis comptent financer leur projet de réforme? Plutôt que de maintenir une même taille de gâteau et d'y couper de plus petites parts, nous défendons le choix de cuisiner un gâteau plus gros. Pour financer cette réforme progressiste socialement, les insoumis envisagent la suppression des niches fiscales sur les retraites, l'augmentation des salaires, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, l'augmentation du taux de cotisation retraite de 1,5 point.
Nous, ce qu'on a voulu montrer avec ce contre-projet, c'est qu'au contraire, on pouvait mieux répartir le temps de travail, travailler moins longtemps, jusqu'à 60 ans, et avoir, pour le coup, une société qui respecte la dignité des gens et que c'était tout à fait possible. Il y a des chiffres qui sont assez clés. Si on augmente les salaires de 1%, c'est 2,5 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de retraite. Si vous créez 100 000 emplois, c'est 1,3 milliard qui rentrent dans les caisses de retraite. Dans notre système de retraite, on a déjà 52 milliards qui partent dans les niches fiscales, et ça aussi, on pourrait s'y attaquer sérieusement. Le deuxième de nos rôles, c'est aussi de faire rentrer dans l'Assemblée nationale la colère légitime du peuple français aujourd'hui et de dire nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont vous le faites aujourd'hui, et de porter les contre-propositions pour dire aussi que le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale est un groupe qui porte l'alternative, qui porte cette idée que oui, nous pouvons aller vers des jours heureux. Voilà pourquoi toucher à la retraite, c'est toucher un air très sensible de la société et du sentiment d'être un être humain avec quelque chose qui est en nous très profond, c'est le sentiment de la liberté. Le grand mot est là, la liberté, c'est la possibilité de choisir. Et à la retraite, on choisit ce qu'on fait. Ah, la retraite, l'aboutissement de toute une vie pour enfin prendre son temps, prendre le temps de vivre. À la retraite, on se voit avoir le temps de transmettre. On se voit cultiver son jardin, au sens propre comme au sens figuré. Cultiver ses relations avec sa famille, ses proches, son quartier, sa ville. Reprendre des études pour soi. Penser à faire, à voir, à découvrir ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. S'investir auprès des autres, rendre ce que l'on nous a donné. À la retraite, on ne devrait pas se soucier de savoir comment se loger, comment se nourrir, comment se chauffer. Après une vie à travailler, la retraite ne peut pas être synonyme de pauvreté. À la retraite, on se repose, on répare son corps abîmé, on soigne son corps malade. À la retraite, on devrait avoir la liberté de choisir, de profiter pleinement de cette nouvelle vie.